J'ai découvert qu'elle était très connue ici à Mexico. Elle a été l'amie de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Manuel Álvarez Bravo, Pablo Neruda. Disculpen, ¿ustedes saben cuándo arreglaron la tumba de Tina Modotti? Tiene como... Este año fue. El año pasado. El año pasado. Sí, el año pasado. Sí, se vinieron a ponerle esos... Sí. Solamente 3 minutos para que den las 12, 3 a las 12 en México, Distrito Unos Federal. italianos y unos cubanos vinieron, ¿no? Sí, son los que vienen seguido. ¿Ah, vienen seguido? Sí. Muy bien, gracias, provecho. Sí, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Igualmente. Tina Modotti, hermana, no duermes, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana. Je suis vraiment content d'être arrivé ici. Tu le sais, je t'en ai tellement parlé. La région des Grands Lacs, les sources du Nil, le cœur de l'Afrique. Quand j'étais enfant, c'était un rêve. J'avais toujours plein d'images dans la tête. Et maintenant, je vais enfin voir. Tu as eu raison de m'encourager à faire ce voyage. C'est vrai, il y a beaucoup de livres sur elle, des études très savantes, des documents, des films. Mais ce n'est pas la même chose. Quand elle arrive à New York, elle a 17 ans. J'ai du mal à imaginer ce qu'elle ressent en débarquant ici. La moitié des immeubles de la ville ne sont pas encore construits. Le métro commence juste à se développer. Mais ça doit être quand même un spectacle inouï. Elle sort de sa province, elle ne connaît rien du monde. Je pense à mes parents. Tu sais qu'ils sont partis d'Italie eux aussi, quand ils avaient 20 ans. Ils ont pris un bateau à Genova et ils ont traversé l'Atlantique. Avant de venir ici, j'ai essayé de me rappeler. Ça remonte à très loin. Au collège, le jeudi après-midi, quand on nous passait des films sur l'Afrique.
des documentaires en noir et blanc. On voyait des missionnaires avec des Africains. Ils les soignaient, leur apprenaient à lire, à cultiver, à prier. Ils avaient l'air de grands frères. Je ne comprenais pas les enjeux. Ce qui me plaisait, c'était l'ambiance. Les villages de brousse, les animaux sauvages. Une sorte de paradis terrestre, avec plein de noirs très souriants, comme sur mes boîtes de banania. Nous y voilà. Je suis arrivé au paradis. Elle ne reste pas longtemps à New York. Elle traverse les États-Unis pour rejoindre son père, déjà installé à San Francisco. On sait qu'elle se fait engager comme couturière dans un atelier de confection. Puis elle devient mannequin pour présenter les collections. Je me demande comment elle éprouve sa nouvelle existence. Elle commence une autre vie au bout du monde. Elle est jeune, séduisante et déterminée. Je n'ai pas retrouvé l'adresse où elle vivait, mais j'ai lu qu'elle faisait du théâtre dans des troupes amateurs, des filodrammatiche, et ensuite dans des troupes professionnelles. Plus tard, elle a joué dans des films muets. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'elle sans parler de sa beauté. Chez elle, ce n'est pas un détail. On dirait que tout va partir de là. Roubaix de Labré-Richer, poète. On le surnomme Robo. Tina se marie avec lui et mène une vie d'artiste bohème. Elle rencontre bientôt Edward Weston, le photographe américain. Il la prend comme modèle, elle devient sa maîtresse. Quand mes parents sont arrivés en Amérique, ils sont restés très solidaires. Ils s'étaient enfuis de leur Italie natale. Ils voulaient avancer ensemble, faire du chemin. Je crois qu'ils étaient comme tous les émigrants, sérieux, volontaires. Leur amour était très fort. Tina, je la vois bien différente. Elle a 20 ans et elle se laisse facilement emporter par son tempérament. Elle décide de partir au Mexique avec Weston. Un voyage d'amoureux, plein d'insouciance, de farniente. J'ai rencontré la Française qui travaille à Médecins sans frontières. J'ai expliqué ce que je cherchais. J'ai parlé d'un film sur l'engagement. J'ai dit que je voulais rencontrer des humanitaires. Apparemment, ça ne pose pas de problème. Et comment tu es arrivé là? C'est un camp de transit. Les réfugiés viennent le soir et repartent le matin. Il y a beaucoup d'ONG dans la région.
Musa nakuponda ile kule ile yale mikono C'est elle? Oui. Je me souviens encore de ça. Le dimanche, avec mon école, on faisait du porte-à-porte pour ramasser des emballages de chocolat. Tu sais, le papier d'argent autour des carrés de chocolat. On le récupérait, on le pliait soigneusement et on l'envoyait en Afrique. Ça leur servait de monnaie. Enfin, c'est ce qu'on nous racontait. À notre manière, on contribuait à sauver l'Afrique de sa misère. Voilà, j'ai grandi dans ce genre d'illusion. Tina arrive au Mexique avec Weston à l'été 1923. Elle lui fait cette promesse. Je serai ton assistante, Edouard, en échange du gîte et du couvert. Tu m'apprendras la photographie. J'ai du travail maintenant. Je suis ton assistante. Je ne pourrais pas partir avec toi si je ne venais pas pour travailler. Tout ça me semble un peu forcé. Ce qui les réunit, c'est qu'ils sont très amoureux. La photo, c'est un bon prétexte que Weston a donné à sa femme pour partir au Mexique avec sa maîtresse. Et maintenant, je voudrais les suivre d'un lieu à l'autre. Les pister, comme des amants en fuite. J'arrive au parc Alameda, dans le centre de Mexico. Près du parc, l'hôtel Princesse. J'imagine qu'ils ont pris une chambre incognito. C'est l'été, il fait très chaud, la ville est bruyante. Ils font l'amour toute la journée. Un peu plus tard, il y a cette image de Tina dans leur hacienda de Tacubaya. L'endroit s'appelle El Buen Retiro, l'agréable retraite. Tina fait des photos de nature, comme ce professeur Weston. C'est ce que je préfère chez elle, le végétal. Des racines. Des cactus. C'est moi qui ai fait ces photos, en pensant à elle. Tu sais que j'ai grandi par là. La Colonia Juárez, la calle Lucerna. Le quartier n'a pas changé. On dit qu'ils auraient habité au 22. Il n'y a pas de numéro 22. Et je pense qu'ils auraient été bien n'importe où. Ils vivaient pour l'amour et la photographie, et ça leur suffisait. Je suis arrivé à la frontière du Congo. C'est la fille de MSF qui m'a emmené ici. C'est ce que tu voulais, non? Oui, mais je pensais trouver un hôpital de campagne, avec des milliers de blessés, des survivants, des sauveteurs. Et c'est juste une petite tente où on nourrit des enfants. Un accueil pour les mamans. Je dois t'avouer que je suis un peu déçu. C'est très simple, très pragmatique, mais il n'y aura pas de scène spectaculaire à filmer. twahuriye hano
J'ai pas beaucoup voyagé avant MSF, avant de rejoindre MSF. Mais ouais, envie de faire quelque chose ailleurs que chez moi. Et ouais, c'est très... je sais pas. J'ai pas de réponse en fait toute faite. C'est juste pas une évidence, mais quelque chose qui se présente à toi et où tu te dis ouais, c'est ça me plairait bien. Après, tant que tu n'y as pas mis le pied, tu l'idéalises vraiment, donc tu sais pas vraiment si c'est fait pour toi ou pas, parce que ça aurait pu très bien ne pas être fait pour moi. Ouais, ce truc d'aller aider les gens, d'aller voir ce que je pouvais faire de ma vie et qui pouvait être utile à quelqu'un, quoi. Voilà. Se rendre utile vraiment, et pas uniquement dans le sens de rendre service contre de l'argent ou quelque chose, mais juste pour rendre service, parce que voilà, la vie est courte, donc tant qu'à faire, si on peut faire quelque chose de bien. Je suis dans un autre monde avec Tina. Elle s'occupe de ses projets, de ses désirs. Elle apprend la photographie et se consacre à l'amour. Avec Weston, ils vivent maintenant dans une maison de la calle Veracruz. La maison existe encore. On l'appelle El Barco, le bateau, à cause de son extrémité en forme de proue. Derrière ces fenêtres, on dit qu'il s'en est passé des choses. Des soirées amoureuses, des échanges, du libertinage. Tina et Weston recherchent la passion, mais ils veulent aussi le contraire. Les aventures, la séduction, l'infidélité. Tina, je la vois comme une femme qui déborde de partout. Évidemment, les hommes tournent autour d'elle comme des papillons de nuit. Je suis montée sur la terrasse. Je crois entendre les voix de leurs amis. Diego Rivera et Lupe Marín, Clemente Orozco, Jean Charlot, Pepe Quintanilla. Toute l'avant-garde artistique vient là pour des nuits débridées. Des fêtes pleines d'alcool, de peyote et de marijuana. Dans la journée, Weston fait poser Tina toute nue sur le sol de la terrasse. Le visage, la poitrine, le sexe bien en vue. À mon avis, pour eux, c'est le début de la fin. Tina devient un objet esthétique. La photo fait le tour de Mexico, elle scandalise et le mythe est lancé. Mais l'amour là-dedans, je ne sais pas. Ils sont maintenant à égalité. C'est une sorte de couple moderne. Chacun est libre de son corps. Et pour la qualité des photos aussi, chacun peut rivaliser avec l'autre. Ils partent pour une exposition commune dans le centre du Mexique, à Guadalajara. Elle est forte, Tina. Elle lui a volé son style. Un regard aigu sur le monde. Un côté net, précis, tranchant. Il y a beaucoup de livres sur son travail. Les clichés peuvent atteindre 30 ou 40 000 euros. J'aime beaucoup ces photos, mais tu vas peut-être trouver qu'elles ne valent pas un tel prix. Trop formelles, trop abstrait, presque une caricature de Weston. Deux ans ont passé. Cette fois, je pars seule avec elle. On est en 1925, sa mère est malade, elle va la voir à San Francisco. Elle me plaît, cette Tina. Je retrouve la jeune fille qui débutait dans la vie, qui s'essayait à jouer la comédie. On a retrouvé les films muets où elle figurait. Les titres sont évocateurs. Riding with Death, The Tiger's Ghost,
I Can Explain. On lui faisait jouer des rôles de femme fatale, la brune maléfique, l'ensorceleuse qui brise les ménages. Évidemment, on mettait son physique au goût local. L'italienne devenait une Mexicaine avec un tempérament de feu. Tina à Hollywood, c'est le Mexique de studio. Tout ce qu'il faut pour faire rêver les gringos. Il y avait aussi une Afrique de studio qui m'a fasciné quand j'étais adolescent. Un bazar de pacotille avec des cannibales en pagne, des sorciers qui roulaient des yeux, et des superbes filles avec la poitrine nue. Les images érotiques se mélangeaient avec les aventures de Tintin au Congo. Ça m'excitait beaucoup. Mes récits d'expédition préférés, ça se passait aussi au Congo. Mes héros traversaient le lac Tanganyika, remontaient le fleuve. Les explorateurs, c'était ce qu'il y avait de mieux. Aujourd'hui, le Congo, ça fait peur. C'est dans l'œil du cyclone. D'ailleurs, tous les réfugiés qu'on trouve dans ce camp, ils arrivent des guerres au Nord Kivu. It's really a dream. I had this dream when I was still in university. I had some friends. They were doing these humanitarian jobs in this, just during our holidays in Brazil, in the north of Brazil, in Amazonia, in the forest, with the indigenous there. And it was called a project, a Rondon project. And it was to treat malaria and those diseases from the forest. And then I really wanted to do the same. But finally, when I had the opportunity, the project was closed. And then I just kept that in my mind. And the desire was just growing and growing. And then it became this dream to do a humanitarian job using my knowledgement. I don't know, it's really strange to explain it, but it comes from inside. It's something, it comes from your heart, and you really don't want to stop it. You need to do it and try it to say, oh, this is what I wanted, and then you really don't want to stop after. It's really good. Me voilà reparti avec Tina et Weston à travers le pays. On est en 1926. Ils vont faire ensemble un reportage sur l'art mexicain. Je ne comprends pas bien ce que fait Weston dans cette expédition. Son esthétique est formelle, un peu froide. Ça cadre mal avec le Mexique, la lumière, les couleurs, la démesure. Tina, ça lui va mieux, je te l'ai déjà dit. Je la trouve débordante de partout. Et voilà comment ça se termine, un grand amour. Ils ne s'entendent plus sur leur vision du monde.
Ce qui me fascine dans ton histoire de Modotti, c'est comment chaque morceau de sa vie semble fait d'un seul bloc. Elle rencontre un photographe et elle se met à la photo. Avant, elle était avec un poète et elle menait la vie de bohème. On dirait qu'elle découvre le monde à travers ses amants. Elle capte ce qui les entoure, ce qui les anime. C'est difficile de connaître les motivations des gens. Ce qui leur donne l'énergie, le goût d'aller de l'avant, d'affronter le monde. C'est vers 1927 qu'elle en est venue à la politique. À cette époque, elle habitait le quartier Zamora. Les biographes parlent d'un immeuble à l'angle des rues Abraham González et Atenas. À cet endroit, il y a juste une impasse. Est-ce que c'est dans cet immeuble qu'elle s'installe avec son nouvel amant? Javier Guerrero, un bel indien tarahumara, l'assistant du peintre Diego Rivera. Il est inscrit au Parti communiste, il écrit dans le journal El Machete. Et Tina tombe dans ses bras. Après le poète, après le photographe, elle est maintenant amoureuse d'un militant. J'essaie de les imaginer ensemble dans les manifestations. Viva el Socorro Rojo Internacional. Viva la Liga Antiimperialista de las Américas. Viva el Comité Manos Fueras de Nicaragua. Mais Javier Guerrero part à Moscou faire l'école du parti. Et voilà un nouveau personnage, encore plus militant et tellement plus sensuel. Julio Antonio Meilla, c'est un ange, l'ange de la Révolution. Il a créé le Parti communiste cubain. Il combat le dictateur Machado. C'est impossible de lui résister. Je vais te dire. Ce Julio, j'imagine qu'il chuchote à Tina. Je t'aime, comme j'aime la Révolution. Il la prend dans ses bras. Il la déshabille. Je t'aime. Je te mènerai au dépassement, à la clarté finale. Il lui fait entrer toute la révolution dans le corps. Et elle s'enflamme. There was a series of disasters, and I was 23, wrong job, wrong boyfriend, wrong lifestyle, wrong things, and there were three big disasters that finally had me thinking, wow, what is going wrong with my life? Am I so far off? Am I so far away from where I'm meant to be that I need these wake-up calls? And they were wake-up calls to go back, to be able to do what I need to do now, even though I don't really know what that need is. I'm just following a feeling.
I know it will circle back around to doing something in Australia. My first degree when I left school is in Australian history and Aboriginal studies. So it's going to be a long and winding path, but eventually I'll come back and find my place and the right fit there. Yeah, it's never going to be in suburban Sydney. It's never going to be a 9-to-5 office job. It won't be. Tina aussi, elle a besoin de signes. Regarde ces nouvelles photos. Elle s'accroche au symbole comme elle s'accroche au corps de Meia. Ça lui simplifie la vie, ça la recentre. Ça l'empêche de s'éparpiller. Elle découvre la révolution dans les fresques de ses amis. L'histoire mexicaine recréée dans des gestes, des couleurs, des sensations. Les hommes brutaux. L'odeur du maïs et de la poudre. Les paysans. Les exploiteurs et les guerrilleros. Les Indiens farouches. Tina entre dans cette histoire. Elle rejoint ses camarades, les militants du parti, le projet de révolution. Bueno, en el centro Frida. Diego ya había conocido a Frida en 1922. Él la pinta prácticamente en primer plano, en el centro del mural, del primer mural que se llama El Arsenal. Aparece Tina Modotti, fotógrafa italiana que después se une al Partido Comunista, incluso invita a Frida a participar en el partido. Y el sujeto de sombrero negro es Vittorio Vidali, que también formó parte del movimiento. Inmediato de Tina Modotti aparece Julio Antonio Meia. Fundó las bases del Partido Comunista en Cuba, donde es considerado héroe nacional. Bueno, aparecen en un arsenal preparándose para una revolución proletaria idealizada por Diego Rivera. En la extrema izquierda, literalmente hablando, aparece David Alfaro Siqueiros, que tiene su estrellita roja en el sombrero. Y sí, efectivamente él era el más radical de todos. Es decir, ideológicamente, pues inclusive estaba de acuerdo con Stalin y consideraba a Trotsky un traidor. La historia demostró que las cosas eran diferentes. Je crois que ton ami Modotti se construit peu à peu la figure de l'homme total. Un homme composite, avec les mains de robot, les yeux de Weston, les oreilles de Guerrero, la bouche de Meia. L'homme total veut avaler le monde et Modotti, c'est sa muse. Elle le rend disponible à la Révolution mondiale. Oui, tu as raison, parce qu'ils sont indissociables. Et Tina s'effondre quand Julio meurt assassiné dans ses bras. Dans les livres sur Tina, ça commence toujours par là. Un soir de janvier 1929, les amoureux rentrent chez eux. Dans une avenue sombre, ils sont rejoints par un tueur de Machado. 2 coups de feu. Meia tombe aux pieds de Tina. C'est toujours présenté comme l'événement fondateur, le début de l'épopée. Moi, je crois plutôt que pour Tina, c'est la fin de son rêve. Mort à 25 ans. Pour qui? Pourquoi? La révolution. La libération de Cuba. La défense des opprimés d'Amérique latine. L'espérance.
Tout s'est brisé. La dictature a gagné. Je crois qu'on ne peut pas raconter des histoires avec des documents, des informations, des dates. Tu devrais goûter les jicamas, croiser le regard des femmes de Tehuantepec, sentir le parfum des jacarandas. Ça te donnerait l'idée de ce que Tina a ressenti au Mexique, de ce qu'elle a connu avec Meia. Et maintenant qu'il n'est plus là, il ne reste plus que le décor. Un Mexique idéal, rêvé par les touristes. Elle n'y trouve plus son compte. Mais c'est très beau, je sais. C'est drôle ce que tu me dis parce que j'éprouve la même chose ici. Je ne sais plus où aller. Je tourne en rond, je m'ennuie. Je ne vois plus comment faire un film. Je repense à l'Afrique de mon enfance, le petit théâtre, la machine à rêver. Tout ça n'existe plus depuis longtemps. D'ailleurs, ça n'a jamais existé. C'était juste une fantaisie. Un fantasme colonial pour le petit Français qui regardait de loin, tranquillement, dans son fauteuil en métropole. Et maintenant, je ne sais plus comment voyager, regarder, apprécier les choses ou les détester. Comment est-ce qu'on peut aimer ce continent quand on est aussi blanc que moi? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Seulement de l'humanitaire? Ou de l'ingérence, de l'interventionnisme? Ou rien du tout? Laisser aller. On n'a pas envie de prendre le pouvoir dans un pays, ça c'est le premier truc. Et je pense que notre travail est éphémère. Et nous, ce qu'on dit en permanence, quand on intervient sur des programmes, c'est de dire, si on peut fermer le plus tôt possible, pas pour faire des économies, ça veut dire que si on ferme, c'est que le problème a été résolu. C'est ce côté éphémère, ce que n'ont pas les églises, malheureusement, que n'ont pas certains hommes politiques, c'est ce côté... je crois que c'est vraiment les objectifs qui sont différents. Tu vois, nous, c'est, si possible, résoudre un problème avec les moyens qu'on a, les problèmes d'une population. Et si ce problème est résolu, on se retire. Donc on n'est pas là pour s'installer à vitam aeternam sur un terrain ou pour prendre en charge un problème. Le but du jeu, c'est aussi qu'après, les autorités d'un pays prennent elles-mêmes en charge ce problème-là. Je suppose que lui, il a dû militer quand il était plus jeune, non? Oui, il y en a eu beaucoup dans cette génération de mai 68 qui sont passés de la politique à l'humanitaire. Ce qui me frappe dans ce qu'il dit, c'est le côté éphémère. Venir et vite s'en aller, recommencer ailleurs, agir ponctuellement. Autrefois, quand on attendait le grand soir, c'était lointain mais on savait qu'on allait quelque part. Tandis que là, on est condamné au présent. Chaque jour le présent. Et demain, on peut être sûr que ce sera comme aujourd'hui. Des blessures, des pansements, un raccommodage à la petite semaine. Avec conviction, avec humilité. Oui, on peut dire qu'ils ont une certaine humilité. Ils ont renoncé à la révolution. Mais c'est un peu une forme d'échec. Mais l'échec, c'est aussi quand Tina est expulsée du Mexique, en 1930. Tu
préfères ça, le coup de pied au cul? On l'accuse de comploter. Elle doit faire ses valises sous les 3 jours. Elle, la révolutionnaire, la compagne du grand Julio Meia. Quelle chute. On l'embarque de force à Veracruz. Et voilà, tout ça c'est bien fini. Une nouvelle page de son existence se tourne. Malgré elle, contre elle. Partir, encore partir. Un jour moi aussi j'avais 19 ans, je suis partie du Mexique. Oh Tina, Tina mia, dove vai? Cosa sarà di te? Je peux me mettre à sa place, monter sur ce bateau qui va la ramener en Europe. Regarder la mer, l'horizon. Le matin, le soir. Le port de Tampico, la Nouvelle-Orléans. Et voilà Cuba, l'île du dictateur Machado. Allez, je vais prendre Tina par la main, l'entraîner, lui montrer ce qui s'est passé depuis. Dans les librairies de La Havane, on trouve le texte de Marx avec sa photo. Le marteau et la faucille qu'elle avait mis en scène à Mexico. Et Meia. Le pays lui a fait un hommage posthume. Des plaques, des noms de rues. Et son buste devant l'université où il avait étudié. Julio, mi amor, mi revolucionario. Despiértate, levántate. Réveille-toi, lève-toi. Julio Meia e Che Guevara. Tu ejemplo vive, tus ideas perduran. Je repense à ton idée d'homme total. Je me demande si ce qui fait les vrais révolutionnaires, ce n'est pas tout simplement ça, leur corps. Tu peux vérifier. Ceux qui n'avaient pas de corps n'ont jamais duré très longtemps. On les a vite oubliés. C'est paradoxal, non? Le corps fait survivre les hommes après leur mort. Meia, Che Guevara. Ceux-là, ils étaient pleins de vie, de muscles, de chair. On les aurait bien mangés, comme le corps du Christ. Oui, c'est ça. Il y a ce côté christique, des sauveurs du monde, des amis des pauvres, des opprimés. Tous les messies, on s'en souvient encore. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario.
otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Alors, si la révolution c'est juste une affaire de chair, si les guerrilleros sont les disciples du Christ, alors oui, on comprend mieux pourquoi tout a si mal tourné. Tu sais que cette lettre de Che Guevara, qui est lue par Fidel Castro, elle ne mentionne pas où il va. Eh bien justement, ici, au Congo. Le Che arrive en 1965 avec un petit groupe de soldats cubains. Il vient soutenir les rebelles de Laurent Désiré Kabila, faire la guérilla en Afrique. Mais tout se passe très mal. Les Congolais sont indisciplinés. Leurs chefs sont coupés de la population. Et Che Guevara se désole à longueur de page de son journal. Il écrit « C'est l'histoire d'un échec ». En fait, toute cette équipée manque de sérieux. On est juste dans la foi révolutionnaire. Mais pour l'organisation, ce n'est pas du tout au point. Pourtant, moi aussi, j'ai cru à ce mythe, comme beaucoup de jeunes gens. Avevo 23 anni, 20 anni quando ho sentito un qualche cosa dentro di me che la vita in Europa era un qualche cosa che non mi soddisfava, perché ero fidanzata, vero, a 20 anni ero fidanzata. E poi ho cercato e ho capito che dovevo darmi agli altri, che perché una famiglia non era abbastanza, cioè avere una famiglia mi sembrava una cosa troppo piccola. E allora ho cercato, dico, non neanche una suora in Europa, no. Io voglio andare in Africa e darmi agli altri. Ecco perché ho deciso di prendere una congregazione che era tutta per l'Africa. E sono venuta in Uganda a 33 anni. E qui aspettavano una suora per cominciare un centro sanitario. Sono arrivata qui, dico, chissà cosa troverò. Ho trovato un campo di banane che ha detto che qui tu fa quello che vuoi. J'ai calculé, elle est arrivée ici la même année que Che Guevara. Ils auraient pu se croiser par hasard dans un village de brousse. Ils auraient discuté de leur engagement. La bonne sœur est restée, et le Che est reparti ailleurs, en Amérique latine, en Bolivie. Au début 1930, Tina arrive à Berlin. Elle a 34 ans. On imagine une ville pleine d'excès, avec ses théâtres d'avant-garde, ses cabarets. Une grande capitale, bien plus animée que Mexico. Violente aussi, avec les milices, les combats de rue. Friedrichstraße. C'était la rue de Checkpoint Charlie. Mais après elle, à l'époque du mur, le passage vers Berlin-Est.
Ça ne la concerne pas. C'est ça le plus étonnant. La superposition des temps, le mélange des contraires. Chaque lieu possède plusieurs histoires. Tina raconte dans une lettre qu'elle assiste aux réunions de la Ligue anti-impérialiste, dans un immeuble au numéro 24. Apparemment, c'était là, à la place du square. Entre-temps, il y a eu les bombes. Berlin avant, Berlin après. Les villes sont comme des spectres. Tina n'aime sûrement pas les spectres. Je l'imagine plutôt obsédée par le présent. Elle s'accroche à sa nouvelle vie. Oubliez Meia, oubliez Mexico. Et tant pis s'il fait si froid. Tant pis si elle se sent perdue au milieu de la foule inconnue. Dans les biographies que je possède, on dit peu de choses sur cette période berlinoise. Pourtant, c'était bien ici. Un grand magasin a remplacé la petite pension où elle habitait. Elle a sa carte d'Union Photo, une agence professionnelle. Mais ces images, elles semblent si pauvres. Des religieuses, un couple de spectateurs au zoo. J'ai lu cette lettre qu'elle envoie en Amérique, où elle écrit sa déception. Le plus sage est tout simplement d'oublier le soleil, le ciel bleu, et tous les autres délices du Mexique, et de m'adapter à cette nouvelle réalité, afin de recommencer, encore une fois, ma vie à zéro. Il y a pourtant la politique. Marx, Engels. Parfois, elle rêve encore des caresses de Meia, mais elle doit vite chasser ce rêve. À Berlin, tout se transforme en symbole, en signe, en fossile, comme ces plaques, dédiées aux communistes allemands déportés en camp de concentration, des hommes qu'elle a peut-être côtoyés. En Afrique, Tina Modotti retrouverait quelque chose du Mexique. La chaleur, les corps, une fausse nonchalance. Mais la révolution, je crois qu'elle devrait y renoncer. La sensualité de Meia. C'était quand même un grand révolutionnaire. Il a payé assez cher, je trouve. Mais il a sauvé quelque chose de la vie. Il est mort comme un homme. C'est pour ça qu'il est devenu un symbole. Tu me parles encore du Christ, là. Ho detto questa è la mia vita. Io lavoravo all'ospedale di Lugo di Ravenna, lavoravo lì, ero di ruolo e da lì è iniziato un po' la mia vita, insomma. Però da prima avevo questo desiderio di partire per l'Africa e avevo fatto il corso di infermiera proprio per partire, per andare in Africa
perché ero spinta da un documentario che c'era stato in Etiopia sulla fame, e Madre Teresa che era partita per andare in Etiopia per aiutare la gente, che così, allora mi sono chiesta se facevo il corso di infermiera probabilmente sarei potuta andare, e quindi da lì è nata la voglia di voler partire. Ho lavorato all'ospedale di Lugo, però dicevo queste mura non mi appartengono, e da lì è partito tutto, e l'Eritrea mi ha dato tanto, ho ricevuto tanto. Partire per me è stato un modo e mi ha fatto dire questa gente non sono andata perché dovevo dare, ma perché dovevo ricevere qualcosa. E ricevevo tutti i giorni il sorriso di un bambino, l'attenzione di una mamma, la disperazione di una mamma, di un padre, e la voglia con niente di voler fare tante cose, mentre in Europa c'hai tante cose ma non hai la spinta di farle. Quindi queste sono state un po', insomma, le spinte. Ho la voglia di voler rimanere in un posto come è stato l'Eritrea. Ci sono stata 15 anni. E niente, dopo, in questi 15 anni c'è stata un po' tutta la mia vita, perché sono partita che avevo 24 anni, e quindi gli anni, diciamo, della maturità della tua vita li ho passati in Eritrea, in mezzo a questa gente provata dalla fame, dalla guerra, da tante privazioni anche di tipo restrittivo, di movimenti all'interno del paese. Cette Italienne travaille pour MSF, mais elle parle comme une religieuse. Oui, il y a des points communs entre l'humanitaire et la religion. On connaît les précédents. Par exemple, le docteur Schweitzer. Tina est bien loin de ça. Elle arrive à Moscou en octobre 1930. C'est Vidali qui l'a convaincue de venir. Vittorio Vidali, un camarade du parti qu'elle a connu à Mexico. Un Italien, membre de l'Internationale communiste. Je sais que Vidali était installé à l'hôtel Soyuznaya. Tina prend rapidement une chambre avec lui. Je ne retrouve pas le bâtiment. Tu as entendu parler de Elena Stasova. C'est l'ancienne secrétaire de Lénine, un bloc rigide de bolchevisme. On la surnomme la camarade absolue. Elle dirige le Secours Rouge International. C'est elle qui embauche Tina sur la recommandation de Vidali. Tina va travailler à la section latino-américaine. Ça aurait pu se passer par là. J'ai du mal à imaginer Tina dans un décor pareil. C'est si différent de ce qu'elle a connu. Les zócalos de Mexico, les crieurs de rue, la terrasse du barco où elle posait toute nue au soleil. Tina, est-ce que tu es venue tous les jours ici? Est-ce que tu t'es mise à ressembler à la camarade absolue?
Son travail, c'est d'écrire des lettres, participer à des réunions, échanger avec tous les internationalistes. Ça, c'est les archives secrètes de l'époque. Des microfilms soviétiques. Il y a tout le gratin de l'internationale communiste là-dedans. Il y a aussi Vidali, son italien. Il me fait peur, celui-là. Agent secret, il change tout le temps de nom. Contreras au Mexique, Jacobo Sender en Hollande, Enea Sormenti aux États-Unis, Charles Duval en France. J'ai lu des choses terribles sur Vidali. On raconte que c'est lui qui a organisé l'assassinat de Meia pour déviationnisme trotskiste. L'international, ça commence comme ça. En anglais, italien, allemand, espagnol, russe, français. Et Tina Modotti, elle parle couramment ces 6 langues. Et ça, c'est son passeport. L'un de ses passeports. Elle a plusieurs identités parce que maintenant le Secours Rouge va lui confier des missions clandestines à l'étranger. Elle transporte des dossiers, de l'argent. Tina Modotti, agent secret. La Mata Hari du Comintern. J'ai lu qu'on l'a envoyée à Berlin, à Budapest, en Suède, à Paris. C'est bizarre de l'imaginer à Paris, dans le quartier de la République. J'ai lu qu'elle est venue ici en 1934. Elle était en mission avec Vidali. Les services du contre-espionnage français les repèrent. Vidali est arrêté. Tina brûle les papiers compromettants. Elle risque de mettre le feu à son logement, mais réussit à s'échapper. Le Secours Rouge français avait son siège par ici, rue de Hauteville. Tina était chargée de le réorganiser. Tu as habité cette rue, non? Oui, mais tout ça me paraît sans relation avec moi. C'est juste des informations. Mais elle... J'imagine une autre manière de raconter cette histoire. Tina arrive à Moscou. Elle vient de Berlin où elle s'ennuyait. La ville grise ne l'intéressait pas. Elle faisait de mauvaises photos. Et là, elle arrive dans la capitale du socialisme. Elle rêve de photographier ses héros. Les révolutionnaires, Lénine, les soldats de l'armée rouge. Oui, Tina, ces photos, tu aurais pu les faire. Les poses héroïques, le regard volontaire. Eh bien non. On raconte qu'elle jette son appareil photo ici, dans la Moscova. Elle renonce à l'art.
à la photographie subjective, au passe-temps des petits bourgeois. Attends, il y a encore l'hôtel luxe. Elle pourrait rester fidèle elle-même. La foi militante, le Mexique, la chaleur, Guerrero. Oui, Javier Guerrero. Son ancien amoureux, envoyé à Moscou faire l'école du parti, tu t'en souviens? Il doit être encore là, à l'hôtel luxe où logent les cadres du Comintern. Il l'attend, c'est sûr. Tina va trouver Guerrero. Il la reçoit et la dévisage d'un air glacial. Il lui dit « Para mí estás muerta ». C'est ce qu'elle a raconté dans une lettre. « Pour moi, tu es morte ». Mais oui, Tina, tu es morte. Morte à ton passé, à la douceur des corps, aux mains brûlantes de Guerrero, de Weston, de Meilla, de Robo. Tous ces amants magnifiques sont morts, partis, disparus ailleurs, ici. Des fantômes, des souvenirs, notre vie. Lui, 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 lui. Et maintenant, le couple communiste modèle. Tina et Vidali. 2 agents secrets dans leur petit logement de Moscou. On dirait des retraités. Tu peux le croire, elle a renoncé à tout. Dans ce que tu me dis, j'entends que Modotti est devenue une militante trop disciplinée. Mais ici aussi, en Afrique, elle aurait dû faire la part des choses. Une infirmière ne renonce pas à la vie. Elle partage avec ses malades. Elle les fait sourire, espérer. Elle leur redonne de la joie. C'est quoi la différence entre Tina Modotti, militante professionnelle au service des exploités, et cette Italienne qui consacre son temps à soigner le choléra? Ton Italienne, elle est humaine. Elle a la foi, elle croit en son prochain. Elle croit dans le salut, dans les hommes. Oui, elle croit dans les hommes, mais Modotti aussi, elle lutte pour l'humanité. Leur différence, c'est juste ça, 2 formes d'universalisme. Pour l'une, c'est le partage, l'altruisme, tout ce qui est humain la concerne. Pour l'autre, c'est la politique, la solidarité. L'international sera le genre humain. Au choix, Saint-Paul ou Marx. L'Église catholique ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. Du messianisme, encore du messianisme. Il faut toujours sauver le monde. On peut aussi le dire autrement. Chez l'infirmière, tu ne devines pas un petit côté sacrificiel, le don de soi, l'abnégation? Tandis que chez Modotti, c'est plutôt une forme de dépassement, d'héroïsme. Oh, je ne sais pas, tu théorises trop. Moi, je vois ça beaucoup plus simplement. Tina, je l'aime. J'ai envie de l'aimer. De la comprendre. Mais là, je vois une femme qui se momifie. Elle rentre dans le moule de Staline. Elle devient comme la vieille camarade absolue. Elle accomplit une idée abstraite. Et cette idée, tu vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Cette femme, tu crois qu'elle connaît vraiment l'histoire du communisme? C'est aussi la question que je me pose.
Me retrouver ici comme un touriste, sans rien comprendre de l'Afrique d'aujourd'hui, ni rien de son passé. À part quelques échos, des bouts d'actualité, du spectaculaire, des coups d'État, des conflits sanglants, une litanie d'horreur. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de la culture africaine, des sociétés, des mentalités? Tu pourrais me raconter, toi, l'histoire des pays des Grands Lacs depuis 5 ou 6 siècles? Non, même pas depuis 50 ans. En dehors des anthropologues et de quelques universitaires que personne ne lit, il n'y a pas grand monde pour en parler. Mais c'est pas seulement du désintérêt. Les Africains n'ont pas le culte du souvenir. L'archivage, l'histoire écrite, les monuments, tout ça, c'est pas leur affaire. Alors moi, je me sens complètement ignorant. J'arrive ici, comme sur la Lune. Je regarde les gens vivre, j'observe les villages, bon. Et puis? Oui, le tourisme. C'est difficile d'y échapper. Regarde ici à Valence. Il s'en est passé des choses. Une guerre civile, des foules enthousiastes, l'espoir, la défaite. Et je me retrouve dans un bus, avec un guide qui transforme la ville en zone de divertissement. Joli bâtiment, musée bien propre, tout le monde est réconcilié. Tina arrive à Valence au début 1937. Elle est en Espagne depuis 2 ans. Après le soulèvement franquiste, elle a fait l'infirmière à Madrid. Et quand le gouvernement s'est transporté ici, elle a suivi le mouvement. Elle installe le siège du Secours Rouge sur la calle des Condes de Montornes. Elle a un pseudonyme, Maria. C'était là, dans cet immeuble. Aujourd'hui, il y a des bureaux d'affaires, des assurances, une banque. J'imagine ce qu'elle aurait dit. Explotadores de mierda. À 200 mètres de là, j'ai retrouvé un café où elle se réunissait avec ses amis. Le café Ideal Room. Elle venait là presque tous les jours. Enfin là, ça a changé. Regarde ces photos, j'ai trouvé ça pour toi. Norman Bethune. C'était un médecin canadien pendant la guerre civile. Il installait des unités de transfusion sanguine sur le front. On le considère comme un précurseur de la médecine humanitaire. Il a un lien avec MSF? C'est par rapport à Modotti. Il l'a rencontré en 1937 à Malaga, quand il évacuait les blessés républicains. Tu m'as pas dit qu'elle était infirmière? À Madrid, elle travaille dans un hôpital ouvrier. Et maintenant, regarde cette jeune femme. Elle aussi, elle est médecin. I think I'm always actually my characteristic. I'm always happy. Is it especially happy? Maybe is I can say because I feel the freedom maybe that I'm doing. I can choose. Yeah, it's true. I mean, I'm lucky because I have to say maybe some people they also want to do this kind of job. I have to say a lot of my friends or my schoolmates in medical school when we were studying together, we were students, everyone had a dream that I want to go out to work for some really underprivileged people, but at the end everyone will have your different choice, your option. And I'm happy that I have the freedom or the right to choose, to really choose what I dream of before. Yeah, I mean it's not something. I mean at the end now it's not something very. How can I say? I mean, you can see when you're working here is really something. It's still a lot of frustration. I mean, even more frustration than what I mean, if I work in Hong Kong, difficulties.
But if I step back, I mean, sometimes we also discuss together. We say, yeah, frustration every day, like this. We have stress. Even at night time, we could not really sleep well sometimes. But at the end, when we really try to step back, like here, I think we're happy really to have someone to talk to, because we really try to recollect what is there, and then you see, yes, yeah, I'm happy I'm here because we're doing. It's not a lot of things, but maybe little things to help. Yeah, it's not a great things I have to say, but at least we're doing something. Yeah, we want. J'ai encore découvert des histoires épouvantables sur Vidali. Pendant la guerre, il y avait des gens enfermés dans les Tchékas. C'était des prisons clandestines, comme les caves de la Lubyanka à Moscou. Des endroits secrets, où on assassinait sans aucun procès. Une balle dans la nuque, pam. On parle beaucoup de cette église, Santa Ursula. C'était une Tchéka, et Vidali a dû passer par ici. Au début de la guerre civile, il a fondé le 5e régiment avec des communistes, et il est devenu commissaire politique, sous le nom de Comandante Carlos. Il exécutait aussi les basses œuvres contre les opposants. J'ai lu qu'il avait tué 1000 personnes en une seule nuit. Il avait le pouce usé tellement il avait tiré avec son revolver. 1000 morts à lui tout seul, ça me paraît énorme. C'était des prisonniers franquistes? Non, il y avait aussi des militants de gauche que les staliniens voulaient éliminer. Des trotskistes, des anarchistes, des soi-disant espions et traîtres. Tu connais tout ça. Oui, la guerre civile à l'intérieur du camp républicain, c'est pas très glorieux. Voilà. Et Tina a vécu avec un tueur. Tout le long de cette rue, ça continue. Une Tchéka, une autre Tchéka. Vidali est sûrement passé par ici. Tu sais qu'on l'a accusé d'avoir participé à l'assassinat d'André Znin, le dirigeant du POUM. Oui, j'ai lu des textes là-dessus, mais c'est pas prouvé. Dès qu'il y a un crime stalinien, il est dans le coin. Rappelle-toi, on l'avait déjà soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de Julio Meilla, à Mexico. Tu as raison, ils ont tout gâché. Mais Vidali n'était qu'un rouage. Il n'est pas responsable de tous les crimes. Et Tina Modotti, elle était peut-être d'accord avec lui. Non. Laisse-moi rêver encore. Qu'elle est restée humaine, sensible. Elle souffre de la violence, elle aide les blessés. En fait, je ne sais plus très bien quoi penser d'elle. Je continue de la voir comme avant, à l'époque du Mexique. Joyeuse, pleine d'énergie. Quand elle faisait la fête avec Weston. Quand elle posait nue pour Diego Rivera. Tu les connais, les fresques? Il l'a peinte comme une des figures de la fécondité. Ça s'appelle la floraison.
Mais tu as peut-être raison. Rien ne dit qu'elle n'ait pas approuvé le boulot de Vidali. C'était son mari. Mais quoi, elle se serait laissée caresser par cette main d'assassin? En 1937, elle accompagne le gouvernement qui fuit Valence. Elle déménage le siège du Secours Rouge à Barcelone. Je n'ai pas retrouvé l'adresse. Je l'imagine dans cette ville surpeuplée par tous les réfugiés. Elle se déplace rapidement, d'une rue à l'autre. Elle traverse la place, elle est très affairée. Barcelone devient un piège. Et il y a cette journée d'octobre 38. Le gouvernement dissout les brigades internationales et les hommes défilent sur les Ramblas avant de quitter Barcelone. La foule est énorme, on acclame les volontaires. Tina, je l'aurais bien vu combattre avec eux. Ils ont cru à un rêve, à la justice, à la solidarité. Tina est sur l'estrade officielle, à côté de Dolores Ibarruri qui prononce le discours d'adieu. Tina à côté de la Pasionaria. Elle pourrait dire les mêmes mots. Sois la historia, sois la leyenda. Sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos. J'ai pensé à eux quand j'ai rencontré l'équipe de MSF à Arrois. Surtout des femmes, plus ou moins l'âge de Modotti. Elles vivent sous le même toit, travaillent dans le même hôpital. Elles parlent 6 ou 7 langues. Elles sont venues de tous les coins du monde pour partager un idéal. C'est une sorte de brigade féminine. Mais je suppose qu'elles s'interrogent. J'ai pas l'impression qu'elles sont concernées par la politique. Oui, ce n'est pas si simple. L'engagement, chacune l'a dans son métier, avec ses malades. Mais est-ce que c'est vraiment un idéal? Est-ce que c'est même une cause commune? Les combattants des brigades internationales, ils ont risqué leur vie pour une autre société. Ils rêvaient d'un monde meilleur. Ils étaient prêts à mourir pour défendre cette idée contre les franquistes. Mais les volontaires de MSF ne sont pas des soldats. Leur ennemi, c'est la souffrance, la maladie, tout ce qui abîme l'homme ou bafoue sa dignité. Ma brigade féminine, elle est internationale, mais elle est très pacifiste. Il y a Joyce, la chinoise, Teresa, l'italienne, Kathleen, l'australienne, Angela, la zimbabwéenne, Azumi, la japonaise, Amanda, la brésilienne. C'est difficile de revenir de la guerre, surtout quand on l'a désirée, mais encore plus quand on l'a perdue. Tina s'est embarquée pour l'Amérique, et comme on ne l'a pas laissée descendre à New York, elle a continué jusqu'à Veracruz, où elle arrive en avril 1939. La voilà de nouveau au Mexique, exactement 10 ans après avoir été expulsée. Elle s'appelle maintenant Carmen Ruiz. Je me demande à quoi elle pense quand elle se retrouve dans cette ambiance. Ça doit lui sembler un peu fade après ce qu'elle vient de vivre. Les bombardements, les blessés,
la peur au ventre. Les réfugiés par milliers. Quelle tristesse, quelle tristesse. Moi, si j'étais à sa place, j'essaierais de reprendre goût aux petites choses, aux sensations. C'est ce que j'aimais quand je vivais au Mexique. La saveur du mole, la Vierge de Guadalupe, la lucha libre. Tous ces morceaux de vie qui remplissent les yeux, les oreilles, les narines. Je voudrais sentir mon corps, allongé toute nue sur la terrasse du barco. Retrouver les bras d'Omeya, la bouche de Weston. Tous ces hommes pleins de lumière, mes amants de toujours. Le 5 janvier 1942, Tina rentre chez elle en taxi. Elle est seule. Pendant le trajet, elle fait un malaise. Et quand le chauffeur la dépose à l'hôpital, elle est morte. On parle d'une embolie ou d'un arrêt cardiaque. On parle aussi d'un empoisonnement. La presse à scandale se déchaîne contre Vidali et l'accuse d'assassinat. Moi, je ne veux même pas y penser. Je préfère croire qu'elle est morte par elle-même, de ses propres débordements. Tina Modotti, italienne, espagnole, russe et allemande, mexicaine. Son los tuyos, hermana, los que hoy dicen tu nombre, los que de todas partes, del agua y de la tierra, con tu nombre, otros nombres callamos y decimos, porque el fuego no muere. La mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. Fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fare. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.